Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphanie Villers. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous publiez à quatre mains avec Henri Stardignac, des économistes atterrés qu'on connaît bien ici. Crise économique 2020 vers un nouveau monde pour l'interrogation. C'est chez Economica. Juste avant, évidemment, on va prendre le temps d'en parler de cet ouvrage. On voit que la reprise s'essouffle. Ouais. On le voit devant l'emballement de l'épidémie. Et on se dit qu'en même temps, c'est normal que l'exécutif renforce les contraintes sanitaires face à cette évolution de l'épidémie. On n'a pas le choix en même temps. Bah oui, c'est pas d'économie comme question, ça, mais... Non, mais c'était effectivement une contrainte qui pouvait nous faire revoir nos prévisions de croissance. Effectivement, si l'épidémie repartait, on y est. Voilà, on y est, avec la résurgence de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie. Il faut savoir que les contraintes sanitaires s'opposent aux contraintes économiques, c'est-à-dire qu'un point de vue sanitaire, il faut se montrer ultra flexible, c'est-à-dire lorsque l'épidémie progresse, il faudrait être capable effectivement de fermer du jour au lendemain les endroits où l'épidémie se propage, mais on voit bien que en ce qui concerne les bars, les restaurants, c'est un coût économique qui est colossal. Et puis il y a aussi l'acceptation sociale des mesures, des restrictions. Et donc pour le gouvernement, il y a cette contrainte de naviguer finalement entre deux mots, entre deux périls, à la fois le péril sanitaire et puis l'effondrement, pardon, je mets ça entre guillemets, l'effondrement économique, quoi. Voilà, faut trouver un juste milieu. Bon, après, on voit bien que l'idée d'un reconfinement total ne gagne pas, notamment les esprits du point de vue politique, parce que on a vu ce que coûtait 8 semaines de confinement sur l'économie globale. 840 000 emplois détruits. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais des vies sauvées. Oui, voilà. Mais avec, si vous voulez, les 8 semaines de confinement qui ont permis effectivement de sauver des vies, ça va mettre un temps de dingue pour retrouver les niveaux d'avant-crise. C'est-à-dire on va mettre à peu près entre 1 à 2 ans pour retrouver ces niveaux-là. Donc c'est quand même cher payé la crise sanitaire. 1 ou 2 ans, c'était avant ce rebond épidémique qui arrive plus vite que prévu. Mais autant, pour le coup, si on parle des mesures d'aide d'urgence du printemps, elles ont fait à l'époque l'unanimité. Il y avait peu de gens qui étaient contre. Autant là, le plan de relance se cristallise et concentre beaucoup de critiques en se disant qu'il y avait mieux à faire pour soutenir justement cette rentrée de l'économie. Et en même temps, on se dit que, je l'évoque tous les jours, mais c'est vrai qu'on se dit est-ce que ça sert à quelque chose de donner de l'argent aux ménages, aux chefs d'entreprise, s'ils sont prudents, s'ils sont attentifs, s'ils n'ont pas envie de consommer ni d'investir? C'est toute la question, c'est donner envie, et en fait au départ c'était un plan de relance de la confiance. On manque pas finalement de moyens, comme vous l'avez mentionné judicieusement, on a à la fois beaucoup d'épargne, l'épargne a explosé, donc mais c'est jusqu'à quel niveau en fait d'économie mis de côté les ménages vont se dire que finalement ils vont pouvoir retourner dans leur consommation habituelle. On n'a toujours pas retrouvé des consommations d'avant-crise, sauf pendant cette période d'été qui était euphorique, où tout était un peu ouvert et permis. Voilà, c'était la parenthèse idéale en termes économiques, parce qu'on a vu par exemple le secteur du tourisme s'en est extrêmement bien sorti. Il a retrouvé exactement les mêmes niveaux que sur l'été 2019, avec des touristes en moins, parce qu'il y avait tous les étrangers qui étaient pas là. Mais les Français ont été au rendez-vous et ont consommé davantage pendant cette période. Ouais, est-ce qu'il est à côté de la plaque, justement, ce plan de relance, ou pas du tout, avec du fait de cette nouvelle donne sanitaire? Le plan de relance qui a été lancé début septembre, et en un mois, il s'est passé des choses. Voilà, il faut s'ajuster. C'est-à-dire que, ce plan n'intègre pas des nouvelles contraintes qui sont liées à cette possible deuxième vague et ce possible reconfinement partiel qui aura des coûts supplémentaires. Mais il va falloir que le gouvernement s'adapte. Il y aura certainement de nouvelles annonces, mais c'est des annonces ciblées sur les secteurs qui ont été particulièrement touchés, qui vont être particulièrement touchés par cette deuxième vague épidémique. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces 85 milliards d'euros d'épargnés par les Français depuis le début de la crise? On sait que c'est le meilleur moyen de relancer la machine, évidemment, que cet argent soit dépensé. Après, vu le contexte, on comprend que les Français, qu'on soit prudents, nous tournons tous prudents, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution ou il faut juste attendre que amélioration sur le front, encore une fois, de l'épidémie, on n'y est pas là pour le coup. Oui, alors c'est à la fois extrêmement rassurant parce qu'effectivement, il y a cet argent de côté. En face, on a un État qui se surendette.
pour financer ces plans de soutien et à la fois ces plans de relance. On voit bien en fait que l'État qui va avoir un déficit public de l'ordre de 10%, c'est à peu près donc 250 milliards d'euros, et les ménages en face, eux, ont mis une épargne supplémentaire de 100 milliards. C'est-à-dire 40% des sommes qui ont été allouées, distribuées dans l'économie réelle, ont servi aux ménages pour mettre une épargne de côté. Cet argent n'est pas également réparti entre tous les Français. Oui. Alors je parle d'un point de vue macro, effectivement, mais d'un point de vue... Beaucoup de Français qui le regardent, ils disent de quoi ils parlent là. Moi, j'ai pas mis d'argent de côté, moi. Oui, collectivement, ce qu'il faut voir, c'est que... On sait qui a mis de côté, c'est les plus riches, je sais pas. Effectivement, on voit bien que dans cette période-là, la rémunération n'a pas augmenté pour la plupart. Elle a été maintenue pour la plupart, parce que les retraités, les fonctionnaires n'ont pas eu... Les revenus, vous voulez dire, les revenus. Les salaires ont été effectivement stables pour une grande partie des ménages français. Je parle de tout le secteur public n'a pas vu de changement tous ceux qui ont des CDI aussi. de rémunération. Tous ceux qui ont pu être en télétravail. Et il y a cette partie, à peu près la moitié des salariés du privé dans une période de pic ont connu une baisse de rémunération parce que se sont retrouvés en chômage partiel. Donc en fait, ça a été un effort. Quand vous dites les plus riches, c'est ceux effectivement qui n'ont pas pu consommer pendant cette période de confinement forcé, c'est de l'épargne forcée, qui s'est retrouvée sur leur compte bancaire et donc qui dorment. C'est de l'argent qui est non fructifié. Et qui est en attente d'issues, en fait, de pistes et d'envie à la fois et de consommer ou d'investir. Donc ça va être au gouvernement d'essayer de... D'ailleurs, il commence à le faire, on l'a vu avec BPI France, qui a mis en place un fonds pour les PME, où les particuliers vont pouvoir mettre 5 000 € minimum pour investir. Vous en pensez quoi? On va en parler demain dans l'émission, on fera un sujet là-dessus. Vous en pensez quoi d'ailleurs? C'est une extrêmement bonne idée parce que jusqu'à présent, en fait, déjà les 100 milliards d'euros, c'est la partie visible de l'épargne totale des Français. Il faut savoir qu'au total, les Français ont mis de côté 5 000 milliards d'euros en épargne financière, hors immobilier. Donc, et ces sommes, aux trois quarts, je ne vous apprends rien, dorment à la fois sur les comptes bancaires ou dans de l'épargne réglementée. Donc ne va pas directement dans le financement de l'économie, à travers le financement des entreprises. Donc lorsqu'il faut relancer la machine, lorsque les entreprises se retrouvent dans une situation assez désastreuse, puisqu'elles n'ont pas de visibilité sur leur carnet de commandes. Pour autant, la croissance ne va pas s'arrêter. On va pouvoir petit à petit la retrouver avec des nouveaux projets. Il y a effectivement des secteurs qui ont le vent en poupe. Notamment à travers la transition écologique, mais aussi on a pris du retard dans le numérique. Donc on a encore beaucoup à faire. Donc face à ça, il y a effectivement de l'argent, des économies, de l'épargne des Français qui est mis de côté et qui pourrait en fait être réinvesti de manière plus efficace à la fois pour l'économie. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il faut que ce soit réinvesti dans l'économie au travers du financement des PME, effectivement, ou qu'il soit carrément consommé et dépensé en service au quotidien, chez le coiffeur, au restaurant? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'économie? Les deux. En fait, il faut, à court terme, de manière, l'intérêt immédiat, c'est de consommer, bien évidemment. Mais à plus long terme, c'est assurer ses propres emplois en finançant une partie des PME. C'est tout. En fait, ça a été jusqu'à présent un vœu pieux. On sait très bien que l'épargne des Français est majoritairement orientée vers le financement de la dette publique. Ouais. Aujourd'hui, en fait, il y a eu un basculement du pouvoir économique. Comme je vous disais, l'État a préféré financer, donner de l'argent aux ménages en disant vous allez consommer. Mais ceux-là ne veulent, non, ils ne veulent pas consommer. Alors il y a la deuxième option, c'est maintenant vous allez pouvoir investir. Enfin, ils vont essayer de tenter de stimuler cette épargne pour qu'elle soit fléchée vers l'investissement auprès pour soutenir les entreprises. J'aurais dû commencer par ça, Stéphanie Villers. Pourquoi avoir coécrit quelqu'un qui pense comme radicalement différemment de vous, on connaît, Henri.
Non, parce qu'en fait, on critique souvent les économistes en disant que finalement, les économistes, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ça fait de très mauvaises prévisions. Et en fait, je pense que l'intérêt de... c'est pas faux sur les prévisions. Mais oui, mais justement, un économiste qui sait son apport, ce qu'il sait bien faire, c'est analyser des situations. Or là, on est dans une situation qui est totalement inédite. Ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on mette en pause l'économie pour sauver des vies. Alors, on était en train de le vivre, on était au cœur même de cette situation qui sera totalement historique et je pense qui va être étudiée pendant des années et des décennies. Ça sera finalement un repère, ce Covid, puisque ça nous oblige à revoir notre modèle. Alors, il était intéressant en fait de prendre On revoit notre modèle. On va devoir il y a débat. Mais a priori, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que il faut redistribuer les cartes. Et puis, cette crise a mis en exergue énormément de dysfonctionnements dans notre système libéral. Pré-Covid. Il y a eu effectivement tout ce qui est... Dans les déséquilibres pré-Covid. Oui, absolument. Ouais. Ça a amplifié ou ça a mis de manière plus prégnante. La mondialisation est devenue un sujet phare et les désastres de la mondialisation, on l'a bien vu à travers les masques. Hein. On se retrouvait à être dépendant, nous, la 6e puissance mondiale, à être dépendant du fabricant chinois. Ouais, mais quel est le lien dans le fait qu'on n'ait pas de masque et la mondialisation? La mondialisation, c'est peut-être parce qu'il y a une impréparation du pouvoir en place à commander et avoir en priorité des masques. Quel rapport avec la mondialisation, avec la globalisation, avec le capitalisme? La mondialisation, c'est quoi? En fait, c'est aller produire moins cher pour permettre aux consommateurs d'avoir cet accès à tout type de produits. Et on est dans un modèle de consommation de masse. Ouais. Hein, il y a énormément... Mais qui plaît aux gens. Jusqu'à présent, qui globalement n'a pas été... J'ai pas vu des gens dans la rue dire « Ah, mon iPhone, je veux le payer plus cher ». Attention, oui, mais de plus en plus, en fait, on s'aperçoit quand même que ça a un coût, et notamment, ça introduit des dégâts environnementaux. Et on voit la nouvelle génération qui est en train de revenir là-dessus, en disant « Attendez, là, vous êtes en train de nous laisser une planète qui est de moins en moins habitable. Hein, » On a vu à travers... C'est pas des mouvements anodins, par exemple, les mouvements de Greta Thunberg, où tous les jeunes, les vendredis... On a vu à travers les élections régionales, mais aussi européennes, c'est les jeunes qui sont mobilisés pour donner plus de poids aux écologistes. Donc, on est obligé d'intégrer ces nouvelles données. Effectivement, on a une tentation, en fait, c'est peut-être un conflit intergénérationnel où les anciens ont une tentation de produire comme avant, pour consommer comme avant, hein, parce qu'effectivement, vivre dans un pays où tout est moins cher, ça nous permet encore de satisfaire nos besoins. Ensuite, on voit que quand même la génération voit les limites de ce système, puisque justement, à travers ce système d'ultra-mondialisation, eh bien, il y a des dégâts écologiques qui sont colossaux. Oui, mais sans faire le lien pour autant, en tirant la pelote jusqu'au Covid. Et je pense que certains font le lien entre globalisation, capitalisme, mondialisation et Covid. J'avoue que je ne veux pas bien comprendre. Mais quand on voit que finalement, il suffisait on voit que ceux qui avaient des masques, notamment les pays d'Asie, eh bien, ils se sont mieux sortis que nous pour la gestion de l'épidémie. Ils ont eu le SRAS avant nous. Hein, oui. Là, vous y étiez à l'époque. Oui, moi j'étais effectivement à Hong Kong et en fait, ça a effectivement laissé directement des traces. Hein, On est en 2003, 2004. On est en 2003. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'était effectivement, les Chinois ont pris l'habitude de porter ce type de masque en hiver, notamment pour éviter de récupérer, de choper la grippe, des choses comme ça. Donc nous, mais maintenant, ça y est, hein, je pense qu'on a compris que ça permettait de limiter les dégâts sanitaires. Donc peut-être petit à petit, collectivement, on a compris ça. On a vu aussi que au niveau décisionnaire, il y a eu en France des décisions qui n'ont pas été prises puisqu'on n'avait pas ce type de masque et qu'on dépendait de la production chinoise pour pouvoir se protéger contre la dépendance, encore une fois, de bon nombre de produits de la Chine, au travers de la Chine et d'autres pays étrangers, c'est une chose. Encore une fois, faire le lien, j'insiste là-dessus, entre capitalisme, globalisation et Covid, et pour moi, je ne vois pas le lien entre les deux, même si les gens qui voyagent, le fait de voyager beaucoup, effectivement, ça répand les virus. C'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la cause, c'est un accélérateur. Non, mais c'est-à-dire c'est une prise de conscience. Ça a mis tous ces, comme je vous disais, tous ces déséquilibres en exergue. C'est-à-dire que si on ne voulait pas
s'occuper de ce type de sujet et s'intéresser à ce type de sujet, si on va directement dans les supermarchés sans regarder ce qu'on achète, et si on continue comme ça, eh bien on risque encore de d'avoir ce type de problématiques qui se renouvellent. Alors, et puis collectivement, on est d'accord pour dire qu'il serait opportun de relocaliser les produits qu'on considère comme essentiels. Hein. Il y a cette démarche, et ça c'est le Covid qui l'a déclenché, cette démarche. Il n'y avait pas cette idée sous-jacente auparavant. Aujourd'hui, parce que qui dit relocalisation dit des prix qui vont être plus chers. Et auparavant, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas perçu comme plausible. Hein. C'était la problématique du pouvoir d'achat. Je ne veux pas dire que la problématique du pouvoir d'achat va être mise de côté, mais on va comprendre qu'il y a certains biens qui peuvent être produits localement et qui vont nous permettre de passer certaines situations sans mettre l'économie à terre. Si l'économie n'est pas à terre, Stéphanie Villers, c'est aussi grâce aux banques centrales, notamment la BCE, la Fed, qui sont en mode open bar, on le dit régulièrement ici, création illimitée de monnaie pour financer les dépenses des États de santé, d'urgence. C'est la seule solution possible, c'était la seule solution possible pour éviter le chaos économique. Il y avait une autre voie pour les banques centrales. Qu'est-ce qui en dit quoi Henri, là-dessus? Non, mais c'était effectivement la meilleure solution à mettre en place on voit bien que ça a fonctionné. Le système n'a pas craqué. Il ne fallait surtout pas ajouter une crise financière à une crise économique, hein, à une dépression économique. Donc, grâce aux expériences passées, hein, on s'est rendu compte qu'effectivement, fallait sauvegarder la finance. Et aujourd'hui, on est même arrivé à une conclusion pour être plus pragmatique. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui associer à la politique expansionniste monétaire la politique budgétaire qui devient qui sont liés de fait. Oui, mais je vous rappelle qu'en 2012, on est parti d'une politique expansionniste avec une rigueur budgétaire. Hein. Donc là, on a compris, l'Allemagne surtout a compris, vient de comprendre les désastres de ce type de politique, de mix entre politique budgétaire rigoureuse et politique monétaire expansionniste. Et là, on va plus vers une politique budgétaire expansionniste, notamment au travers de ce plan de 750 milliards d'euros. Voilà, plan de 750 milliards d'euros au niveau de l'Europe, les 100 milliards en France. Pour les Français, vous pensez qu'ils comprennent d'où vient cet argent? Parce qu'on on s'est parlé hier par téléphone, mais c'est vrai que pour avoir, lors de la crise des Gilets jaunes, il a fallu ramer pour sortir 15 milliards d'euros, puis là, en disant que c'était compliqué, puis là, finalement, hop, on sort encore une fois des centaines et des dizaines de milliards d'euros. Les Français comprennent ce qui se passe, que cet argent n'est pas magique non plus, qu'il y a la création de monnaie par la personne qu'on voit juste derrière, qui est Christine Lagarde. Oui, alors c'est vrai que pour le Kidam, c'est totalement incompréhensible et c'est bien tout le problème parce qu'en fait cet argent, c'est l'argent magique, cette illusion de parce qu'on fait tourner une planche à billets. Et oui, et puis c'est pas la première fois. Hein. On l'a commencé en 2008 avec la crise des subprimes, après en 2012 avec la crise des dettes souveraines et aujourd'hui. Donc une politique qui devait être exceptionnelle, le quantitative easing, je vous rappelle, est devenu maintenant quelque chose de monnaie courante, ce qu'elle veut dire. Et donc après, je comprends en fait les ménages qui ne sont pas dans la sphère économique, qui se disent mais c'est quand même étrange en fait, tout d'un coup, alors quand la situation est dramatique, où on a l'impression que c'est encore une fois on sauve le monde de la finance, hein, parce que c'est la BCE, c'est quelque chose d'opaque, ça reste, eh bien voilà, on est capable d'ouvrir les vannes. Et le risque en fait, c'est si collectivement on considère que l'argent magique est éternel et que c'est l'unique, mais la meilleure des solutions à chaque type de tension, eh bien la prochaine crise sociale ou économique, eh bien il y aura effectivement une volonté collective à dire, eh bien écoutez, vous continuez, vous l'avez fait auparavant, pourquoi pas aujourd'hui? Et c'est ça toute la problématique. C'est-à-dire que cette planche à billets ne peut pas marcher infiniment. Hein. Donc il va falloir faire comprendre que dans l'urgence, hein, quand on met l'économie à l'arrêt, voilà, il y a eu ce relais indispensable, mais qui ne pourra pas être traité de manière... Relais indispensable, mais encore une fois, il n'y a pas un plan B pour les banques centrales? Mettre directement l'argent dans l'économie, je ne sais pas, certains ont dit, il y a peut-être d'autres façons de faire directement des chèques aux gens. Il n'y avait pas un plan B, il n'y avait pas autre chose?
Alors, normalement, dans ses statuts, la BCE n'a pas vocation à avoir un rôle politique. Hein. C'est définir, en faisant un chèque aux ménages européens, eh bien, elle se passe des gouvernements de l'ensemble des pays. Elle l'outrepasse et elle passe au-dessus. Donc, il faut que ça passe par le truchement des États et des gouvernements. Oui. Il ne nous reste même pas 30 secondes. À quoi ressemblera, vous n'avez pas la réponse, mais ce monde d'après? Est-ce qu'il y aura un monde d'après? On revient au début de notre discussion. Est-ce que c'est pas une question franco-française? Est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après? Tiens, parce que pour les Allemands, souvent ils disent le monde d'après, ce sera le monde d'avant, quoi. Après, dans les milieux économiques allemands, je veux dire. Moi, je ne crois pas en l'État stratège. Hein, je crois éventuellement à la zone euro stratège, mais pas au niveau national. Et je pense que c'est la décision qui doit être faite au niveau collectif. Donc c'est pour ça que les Français doivent s'emparer de ce type de sujet plutôt que s'engouffrer dans la vie comme avant, c'est-à-dire produire et consommer comme avant. Parce que si c'est le cas, à ce moment-là, on accumule des déséquilibres avec des risques in fine d'implosion du système. Voilà, bon, on n'est pas encore là. En tout cas, merci à lire, évidemment, Crise économique 2020 vers un nouveau monde, coécrit avec Henri Stardignac, des économistes atterrés, édité chez Economica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye.